Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et pour la dernière fois en 2025, je vous accueille à l'émission d'après-course. Cette fois-ci, c'est le Grand Prix d'Abu Dhabi qui est la 24e et dernière manche de la saison 2025 de Formule 1 et qui allait décider l'issue du championnat du monde des pilotes. Et en plus de ça, c'était la fin d'une ère pour certaines, pour une écurie et pour un moteur. Alors, je vais vous donner tout de suite le classement de ce Grand Prix parce que, de toute façon, comme c'est tard, vous le connaissez déjà, Lando Norris est champion du monde, mais Max Verstappen a remporté la course à Abu Dhabi devant Oscar Piastri et Norris. En 4e place, nous avons Charles Leclerc, 5e George Russell, 6e Fernando Alonso, 7e Esteban Ocon, 8e Lewis Hamilton, 9e Nico Hülkenberg et 10e Lance Stroll. Et étonnamment, on n'a perdu aucun pilote dans cette épreuve. Pour parler de tout cela, j'ai avec moi un homme probablement de mon cercle d'amis le plus heureux au monde. François Carignan est avec moi. Salut François. Salut Abdou, ça va bien? Moi, ça va bien. Moi, ça va très bien. Je sais comment tu te sens. Si jamais tu as envie d'en parler, on est là pour toi. Non, j'ai pas besoin de me confier à personne en ce moment. J'ai juste je suis très heureux sans même avoir à dépendre de mon réseau de support. Je suis très heureux par moi-même. Et avec raison, parce que tu es le seul fan de Lando dans mon cercle d'amis que je connaisse. Probablement un de ceux, je m'excuse. En tout cas, j'ai probablement le plus outspoken, j'ai pas le mot en français, là, mais le plus vocal peut-être parmi ceux, peut-être. Oui, définitivement le plus vocal. Mais c'était une bonne journée pour être un fan de Lando Norris. Dire ça. Définitivement une très bonne journée. Écoute, évidemment, on va parler de Lando Norris parce qu'il est officiellement le 35e champion du monde des 75 ans d'histoire du championnat du monde de Formule 1, le 11e provenant de la Grande-Bretagne. Mais on va revenir au début. Le départ, lui qui partait 2e, se retrouvait quand même dans une situation favorable, malgré le fait que Max Verstappen partait en pole et qu'il a réussi, lui, de son côté, un excellent départ. Mais le dépassement d'Oscar Piastri au virage 9, c'était un très beau dépassement. Je pense que Lando va juste dire vas-y, puis je dis pas qu'il l'a ouvertement donné la position là, mais je pense que Lando a juste fait regarde, je vais rester là, va faire ta petite course, va essayer de le chercher, puis c'est pas battu autrement pour garder sa position là. Ouais, parce que quand même c'était un beau dépassement par l'extérieur comme Piastri nous l'avait fait à Monza l'année dernière. Moi, je pense que celui de Monza était plus culotté que celui de... Ah oui, Lando a pas essayé de se battre ici, là. Ouais. Mais quand même, celui qui a vraiment été le joker apparent et je dirais même inattendu, c'est Charles Leclerc qui l'a talonné pendant plusieurs tours, pendant tout le premier relais. Donc, quand je disais que Lando partir 2e, c'était favorable, lui, il avait juste besoin de finir sur le podium. Peu importe la position de Max, et il était champion du monde. Ouais, exact. Fait que c'est pour ça que je dis, selon moi, Lando, ça le dérangeait pas plus que ça de laisser aller Oscar. Au contraire, je pense que pour l'écurie, c'était peut-être même un scénario idéal. Oscar, avec des gommes dures, pouvait peut-être essayer d'aller pousser Max un petit peu sur une plus longue durée. Les McLaren a fait exactement ce qu'il fallait, c'est séparer les stratégies et non y aller pour deux fois la même chose. Comme on l'a vu au Qatar, des fois 2 fois la même stratégie. Quand il y en a une, surtout 2 fois la mauvaise stratégie, c'est exécrable. Mais regarde, je pense qu'honnêtement, Oscar y allait pour le home run.
Lando y allait pour le jeu safe. À certains, je te dirais, les 7, 8 premiers tours, disons, dans les 10 premiers tours, c'était assez stressant parce que Charles Leclerc était in et out, dans et en dehors du DRS de Lando Norris. Et c'était effrayant, disons, parce que ça a presque créé une situation où Lando se retrouvait si jamais Lando se retrouvait en 4e position, là, on se retrouvait dans une possibilité d'ordre d'équipe chez McLaren qui aurait été extrêmement controversée. Et je pense que personne ne voulait se retrouver là-dedans. Donc, le fait qu'il ait réussi à garder sa position, regarde, tout le monde, tu sais, je veux dire, Max semblait quand même très, très serein d'avoir gagné. Oscar, je trouve que pour ce qui s'est passé dans son cas, a été aussi très humble, a démontré beaucoup de sportsmanship, j'ai pas le mot d'esprit sportif. Et puis Lando, lui, a fait ce qui était le plus safe, si on veut, pour aller chercher son championnat. Ouais, et safe est le mot juste parce que en plus de ça, lorsque justement Leclerc était pas mal proche de Norris, il y avait des chances que ça vire mal pour lui parce que si jamais Leclerc était beaucoup plus menaçant que ça, là, ça aurait forcé Norris à vraiment sortir les crocs. Il prend des risques qui auraient pu être coûteux. Exact. Mais là où, disons, ça l'a sauvé, c'est lors des premiers arrêts parce que les deux, je parle de Norris et Leclerc, se sont arrêtés. Et c'est là, en rétrospective, parce que je l'ai pas remarqué avant, mais moi, je pense que si j'étais Ferrari, j'aurais tenté le undercut pour au moins essayer quelque chose. Je dis pas que ça aurait exactement fonctionné, mais au moins tenter de se retrouver devant Norris et peut-être avec une chance de bien se défendre. Mais OK. La première chose, c'est que si jamais il essayait de piter de s'arrêter un tour ou deux plus tard, se retrouvait en plein milieu du trafic. Parce que là, en ce moment, il est sorti derrière un train de voiture. Ils sont arrêtés au 16e tour, si je ne me trompe pas. Ils sont sortis au beau milieu d'un train de voiture. Si jamais ça arrêtait le moton 13-14, là, ça se retrouvait dans la même place, peut-être même un peu plus loin en arrière, et avec des pilotes en arrière qui avaient encore peut-être un peu plus de pneus pour se défendre. Fait que ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué, mais je pense... Puis de toute façon, McLaren l'avait très bien dit à Norris, la minute où que Leclerc rentre, on fait pareil. Non, ça, c'est le deuxième site. Mais je pense qu'au début, il serait peut-être arrêté le tour d'après. Le gap est à peu près d'1.8, 2 secondes. Je pense ça aurait pris vraiment un écart majeur dans la durée des interrompus pour que ça marche. Fait que je suis pas sûr. Parce que il y a aussi le facteur comme quoi Russell a eu un arrêt un peu plus lent lorsque ce dernier s'est arrêté en premier. Donc, lui, d'ailleurs, quel mauvais départ, d'ailleurs, juste revenir là. Oui, puis d'ailleurs, je reparlerai de Russell un peu dans cet aspect de Joker, dans cette course, mais moi, je pense que il y avait je dis bien peut-être, je dis pas que ça allait arriver, mais peut-être que Ferrari aurait pu jouer le coup de l'undercut s'ils voulaient aller chercher un podium. De toute façon, eux, la deuxième, voire même la troisième place, c'était au championnat, c'était mort. Mais pour finir sur une bonne note, ça aurait été bien d'au moins aller tenter quelque chose. Et surtout dans une situation où Lando aurait pu prendre des risques beaucoup plus dommageables si jamais ça ne fonctionnait pas, ben là, ça aurait été le cas. Heureusement pour Norris, ça s'est bien passé. Ouais. Et lorsqu'il est revenu justement, il s'est retrouvé derrière un train de voiture, a dépassé Antonelli
sur un beau dive bomb au virage Verstappen. Ouais. Puis ensuite de ça, 2 dépassements dans la même ligne droite. Ouais. Fait qu'il a vraiment pas perdu de temps, là. Tu sais, il y a eu un moment pour être agressif aujourd'hui, puis il l'a bien fait. Ouais. Exact. Et c'était à ce moment-là précis. Mais là où peut-être la situation aurait pu changer, c'est ce dépassement sur la longue ligne droite contre Yuki Tsunoda, où ce dernier a tenté de faire un bis repetita de ce que Sergio Perez a fait à Lewis Hamilton sur ce même circuit en 2021. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Négatif. Tsunoda a été pénalisé de 5 secondes pour changement de ligne double et même à plusieurs reprises. Oui, il a donné 4 coups de volant. Il a donné 4 coups de volant dans une ligne droite. Je m'excuse, là. Non, mais dans le cas, Norris a été sous enquête, mais heureusement pour lui, rien n'est sorti. Puis on va se dire. Il y avait rien à faire. Littéralement, il s'est fait pousser en dehors, là. Oh oui. Parce que sérieusement, ça a été instigé par Tsunoda. Puis c'est là où justement j'avais la conversation sur Internet que c'était une tentative vraiment cheap de reproduire ce que Checo a fait, parce que au moins Perez l'avait fait dans les règles de l'art. Dans les virages. Et aussi. dans les virages surtout. Et puis même à l'intérieur de la des lignes la légalité. blanches. Et de la légalité. Lui, il l'a fait dans le secteur de l'hôtel, a vraiment beaucoup ralenti aussi. Ce que Tsunoda aurait dû faire, c'est vraiment donner toute la gomme pour rester devant jusqu'au point de freinage. Ensuite de ça, je sais pas, vider sa batterie, faire tout ce qu'il pouvait. Puis ensuite de ça, peut-être se placer à l'intérieur pour peut-être forcer Norris de prendre une ligne non idéale à la petite chicane avant le deuxième DRS. Puis prendre le virage extrêmement lentement là, pour vraiment comme ça aurait été la seule chose possible de faire. Admettons, il aurait peut-être coûté une seconde à Lando Norris, peut-être. Ouais. Et peut-être, mais même là, je pense que de toute façon, qu'on le veuille ou non, Tsunoda n'avait pas le rythme pour contenir Norris. Peu importe ce que ça aurait donné, Norris l'aurait dépassé en un instant. Peu importe les multiples changements de ligne et tout ça, il n'y avait aucune chance que... C'est le prochain DRS au pire des cas, là. C'est ça. C'était le virage 9 où Norris l'aurait dépassé. Donc, pour moi, c'était un risque à prendre pour aider Max, mais c'était... mal exécuté. C'était mal exécuté, mais je dirais, c'était pas une bombe à retardement, c'était juste... Puis en même temps, je veux dire, le gars venait juste de se faire mettre dehors la semaine même, là. Est-ce que peut-être avait en tête de... Tu sais, je vais pas risquer de me casser la gueule en faisant... tu sais, lui, je pense, honnêtement, là, allait pas risquer de créer un accident qui allait le mettre lui-même en danger non plus. Non. Tu sais, je veux dire, je me mets dans sa situation. C'est comme si jamais tu te fais annoncer que tu te fais mettre à pied, puis dans 2 semaines, t'as plus de job, tu vas-tu travailler avec la même intensité? Peut-être pas. Puis, on l'a même entendu à la radio, un simili de ce que Kimi Raikkonen avait dit il y a 13 ans, un genre de « laissez-moi tranquille, je sais ce que je vais faire ». Nope, you don't. Non, mais pour vrai, je pense que la tentative était pas bien exécutée de la part de Tsunoda. C'est un 5 secondes qui est mérité. Je sais que Julian Palmer disait que c'était sévère, mais écoute... Recent Incident aurait été correct aussi. Juste... Mais quand tu regardes aussi le fait que tu as Ollie Behrman puis Lance Stroll qui ont été pénalisés de 5 secondes pour la même infraction, la décision, elle est correcte dans ce sens, parce que surtout sur la longue ligne droite, tu veux essayer de briser l'aspiration du pilote pour éviter qu'il te rattrape. Alors,
Ben, il faut aussi penser que chaque décision sportive prise par les commissaires dans un contexte comme ça peut servir de jurisprudence dans d'autres situations. Alors, si jamais tu décides d'ignorer celle-là, ben, à ce moment-là, tu refais le même incident se reproduirait l'an prochain à ce même point-là. Ben, là, à ce moment-là, il y aurait matériel à déposer un protêt pour dire, ben, vous avez pas pénalisé l'an dernier. Pourquoi là? Je comprends qu'évidemment, le problème, en fait, un des gros problèmes dans la Formule 1, c'est que les commissaires et les officiels de course ne sont pas les mêmes semaine après semaine, ce qui est complètement ridicule. Faudrait qu'il y ait absolument les mêmes à chaque semaine pour avoir une constance absolue, mais bref, on va pas régler ça aujourd'hui. Mais dans une situation hypothétique où que la même situation se produise, ben, tu crées un précédent. Exact. Je vais quand même dire que, tu sais, je suis à un certain point content que le DRS s'en aille parce que justement, ce genre de situation-là crée des dépassements cheat code où il n'y avait aucune défense possible. Moi, j'aime mieux peut-être voir moins de dépassements automatiques, si on veut, ou de dépassements sans défense possible. D'en voir peut-être la moitié moins de dépassements, mais que chaque dépassement va être travaillé. Je pense que c'est ça qui va être intéressant dans la nouvelle génération de voitures. L'aérodynamisme actif et non conditionnel va peut-être être quelque chose qui va rendre la course plus intéressante, mais selon moi, on va quand même avoir un équivalent du DRS qui va revenir. Ça sera peut-être pas un aileron, mais ça va peut-être être quelque chose d'autre pour favoriser un dépassement parce que les voitures sont encore trop grosses puis ils vont être encore trop lourdes. Ouais. Et justement, avant de passer à autre chose, mais je viens de tomber sur cette donnée intéressante par Race Fans. 2021, au 20e tour, le coéquipier de Max Verstappen, donc Sergio Perez, avait la défense de Perez avait coûté à Hamilton au-delà de 5 secondes. Et là, aujourd'hui, tour 22, le coéquipier de Verstappen a coûté à Lando Norris moins 2 dixièmes de seconde. Donc, tout ça. Regarde, voilà. C'est ça. Peu importe la manière où ça se termine, ça n'allait pas fonctionner. Fait que ça a plus aidé Lando plutôt qu'autre chose. Donc, puis, ouais, je regarde au bout du compte, là. Il n'y a absolument rien là. Il n'y a absolument rien là. Comme je dis, je pense que même Tsunoda a juste peut-être même pas l'esprit à tout donner, là. Exact. Il a juste fait, je vais faire ce qui fait le plus de sens sur le coup. Ça a donné une pénalité, that's it. Exact. Puis je pense que cette pénalité-là était fair, mais du moment que Lando Norris est passé devant, moi j'ai fait no matter what, c'est réglé. Et même si de manière surprenante, Norris était pénalisé, ben ça n'aurait pas changé l'issue de la course. Ça aurait pu, par exemple, servir la pénalité au puits, ça aurait été. Oui. Ouais. Mais c'est vrai, mais ça aurait pris la décision de rester en piste et ça amenait justement au point où Norris s'est arrêté une deuxième fois pour s'arrêter pour des durs alors que Leclerc l'avait fait son deuxième arrêt pour des médiums. Donc, c'était surtout pour se couvrir. Et évidemment, il y avait toujours ce nuage qui était l'intervention d'une voiture de sécurité, peu importe sa manière, que ce soit virtuelle ou physique. Là-dessus, ça a vraiment... Norris et McLaren ont fait l'option la plus safe possible, qui était de juste copier ce que Leclerc faisait, mais un tour plus tard pour justement éviter toutes sortes de mauvaises situations. Et bon, à un moment donné, dans les premiers tours après le deuxième arrêt, Leclerc a grugé un peu de terrain sur Norris, mais les médiums s'effritaient
beaucoup plus vite que les durs. Donc, encore là, Norris était juste safe. Ouais. Moi, il y avait... Lando Norris, il coursait pas pour la victoire. Il coursait pour terminer sur la podium d'Atinat. C'était très simple. Se retrouver en avant l'aurait peut-être même mis plus à risque. Justement, par le fait qu'il aurait été chassé. Par d'autres qui ont encore moins à perdre que lui. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, peut-être tu crées des situations qui peuvent avoir un contact entre lui puis soit Max, soit Oscar. Puis... Je pense que Oscar aurait été clean. Je pense que lui a encore quelque chose à protéger à l'interne. Chez McLaren, tu veux pas être celui qui coûte le championnat aux deux. Mais Max aurait fait même. Moi, que je finisse premier ou 20e, aucune différence. Là. Ben, justement, parlant de Max Verstappen, parce que au-delà du titre de Norris, Verstappen a remporté la course. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire gagner et espérer que Norris, qu'il arrive quoi que ce soit à Norris, un mauvais départ, un arrêt au puits raté, ou bien même un problème mécanique à ce sens. Rien de tout cela ne s'est produit. Donc, d'ailleurs, 2 gros tours de qualification samedi pour s'assurer de la pole position. Un très bon départ où il n'a jamais été inquiété. Non. Là, la question, c'était avant la course de savoir est-ce qu'il allait nous faire une course, il allait ralentir le peloton pour justement permettre aux autres, donc les jokers possibles, donc les Leclerc, Russell, les compagnies, même Alonso, de dépasser Norris et de s'adjuger le titre, parce que c'est ça qu'il fallait. Mais finalement, il n'a rien fait de tout cela. Donc, il a fait sa course et that's it. Ben, je pense aussi qu'il a remarqué que les McLaren les McLaren et Ferrari sur Leclerc étaient plus rapides sur les lignes droites en condition de course. En qualif, était plus rapide sur les lignes droites, mais je pense que c'est dit si jamais j'essaie de grouper le pack puis que je manque je fais une petite erreur juste avant un DRS, ben là, c'est plus moi qui mène le pack, c'est moi qui est dans le pack. Fait je pense que lui s'est dit, je veux même pas essayer de rapprocher le monde de moi, je vais juste rester en avant puis espérer que quelque chose se passe en arrière. Ce qui était peut-être la meilleure chose à espérer. Comptait peut-être sur son coéquipier pour faire un meilleur travail aussi. Tu sais, je veux dire, pauvre Yuki. Il était tellement bien parti cette année chez Racing Bull. Ses 2 premières courses, ça allait bien. Puis là, c'est drôle, hein? D'être promu chez Red Bull a été le clou dans le cercueil de sa carrière. Exact. Bon, quoi qu'il va rester Humber, c'est sûr qu'il va rester comme service, mais... Il ne coursera plus jamais en Formule 1 dans la famille Red Bull. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. À moins d'une blessure ou d'une maladie ou quoi que ce soit, là, mais... On ne souhaite pas, évidemment. Mais, je veux dire, ça peut arriver. On a vu quelques pilotes avec des appendicites, des choses comme ça. Puis là, t'as besoin d'un backup. Mm-hmm. Mais plus jamais Yuki Tsunoda va être un pilote régulier dans cette voiture-là. Puis, j'aime bien le personnage. Je trouve que il est attachant, il est puis tout, mais pour moi, il est dans... Il a eu bien en masse de temps de faire ses preuves. Il a eu quelques super bonnes courses chez AlphaTauri / V-Carb / Racing Bulls. A démontré qu'il avait du talent, mais malheureusement, là, c'est pas plus que ça. Je pense qu'il n'y a pas le profil non plus d'Alex Albon. Je pense pas qu'il y a le Racing IQ pour revenir en Formule 1 ailleurs. Et puis... c'est ça. Je veux dire, il y a d'excellents pilotes qui se préparent. On pourra en discuter d'ailleurs si jamais tu veux plus tard. Est-ce que il a été remplacé trop vite par Arvin Lindblad? Mais en tout cas, je suis dans la hiérarchie de Red Bull, mais bref. Mais justement, on va en parler de Red Bull en 2026, de leur pilote
dans l'épisode de jeudi. Ouais. L'épisode de jeudi, donc on consacrera tout ça, puis justement on parlera de l'avenir de Yuki Tsunoda d'ici là. Mais avant de compléter mais pour compléter avec Max Verstappen, il y a aussi le fait que on pensait qu'il allait faire un arrêt supplémentaire, mais il ne l'a pas fait. Donc, c'était une course avec un arrêt. Lui, il n'avait rien à s'inquiéter. Il n'avait pas à s'inquiéter de grand Mais non, chose. tu prends pas une chance d'aller faire un autre pit stop, risquer un mauvais arrêt, puis après ça, tu te retrouves en arrière. Puis, il a fait la bonne chose, c'est-à-dire, écoute, il aurait fallu Oscar est sorti, il était 20 secondes derrière, là, avec 20 tours à faire, là. Ou quelque chose comme 15 tours à faire. 15-20 tours. Il aurait fallu que Oscar soit littéralement genre dans une W10 pour être capable de le rattraper. Là. Il aurait fallu que les deux soient dans des catégories de voitures différentes. Je voyais vraiment pas. Puis en même temps, Max, je pense qu'au bout du compte, là, il était juste comme finissons ça le plus vite possible. Exactement. Il y avait rien à perdre, rien à gagner rendu là. Ben, en fait, il y avait tout à perdre si jamais il y avait un mauvais arrêt. Puis, il y a Oscar Piastri qui, lui, avait juste besoin de gagner puis qui arrive vraiment quelque chose de majeur à Verstappen et Norris. Genre, je vais juste me mettre quand je jouais à F1 Manager 2024... où mes pilotes, mon pilote avec qui je roule pour le championnat a une crevaison, obligé de revenir, puis boum, Max Verstappen et George Russell ont des problèmes mécaniques, sont contraints à l'abandon, puis moi je gagne le championnat tel quel. Pour Piastri, malheureusement, ça ne s'est pas produit. Et dans la course ici, soyons honnêtes, lui, c'était la victoire ou rien. Stratégie différente avec un départ en pneus durs. Et on en a parlé, le dépassement par l'extérieur sur son coéquipier au virage 9. Pour Piastri, c'était vraiment la victoire ou tout simplement, il n'y avait rien d'autre. Ouais. Ou bien dans l'éventualité où Norris se retrouvait, hors du top 10, quelque chose comme ça. Si jamais il était deuxième, il fallait que Norris soit hors du top 10 ou finisse 10e au mieux. Quelque chose comme ça. Là. Puis Max ait un DNF. C'est ça, c'était... que Max ait un aussi pire résultat. Là, ou genre 6-7e. Regarde, c'était pas... Oscar, il aurait fallu un miracle si jamais les deux terminaient la course. Exact. Mais, et dans tout ça, c'est pour dire que, on a beaucoup bâché BcLaren sur les stratégies, entre autres la semaine dernière où ils l'ont carrément échappé. Aujourd'hui, on va leur lever le chapeau. Ils ont bien fait ça et ça a été bien exécuté. D'abord, pour ce qui est de Norris, ils ont joué ça vraiment safe. Pour Piastri, c'était une bonne affaire parce que même si mathématiquement il était dans le coup, réalistiquement, il était déjà hors du portrait. Donc, il fallait qu'il aille vraiment talonner Max Verstappen le plus vite possible. En vain, mais c'était un très bon effort de sa part. Oui. Hey, c'est juste sa 3e saison aussi, là. Mm-hmm. Je veux dire, le gars va continuer de s'améliorer. Moi, je le dis toujours depuis souvent. Je dis depuis longtemps, Oscar va être un meilleur pilote que Lando Norris très rapidement. Je pense qu'en ce moment, les deux sont sur un total pied d'égalité. Je pense que Norris, en ce moment, s'il a sauvé en deuxième moitié de saison, c'est l'expérience. Et peut-être aussi le fait qu'il n'y avait plus rien à perdre, puisqu'il était derrière au championnat, peut-être était plus serein. Mais je pense que ça va apprendre à Oscar comment dealer avec la pression, comment dealer avec le fait de mener un championnat. C'est quand même celui, cette année, qui a détenu la tête du championnat plus longtemps, malgré le fait qu'il a fini 3e. Alors, tu sais,
il y a juste du positif dans son cas. Je sais que ça fait probablement mal aujourd'hui, mais ce gars-là est voué à un avenir très brillant et prometteur. Peut-être, je te dirais même probablement plus que Lando Norris. Est-ce que la prochaine génération de voitures va convenir aux deux de la même façon? J'ai hâte de voir. Exact. Et on a fait le tour des trois protagonistes principaux, mais tu sais, quand je parlais de Joker durant ce Grand Prix, on a beaucoup parlé de Charles Leclerc qui a vraiment fait ce qu'il a pu pour essayer d'aller chercher un podium, mais celui qui m'a déçu, c'est George Russell, parce que pendant les essais et même pendant les qualifications, c'était un des pilotes qui pouvait vraiment brouiller les cartes durant le week-end. En course, ça n'a pas été fameux. Il a perdu 2 places et il n'a jamais été en mesure d'aller talonner autant. En fait, il n'a jamais été en mesure de talonner Charles Leclerc tout court parce que c'était l'obstacle principal pour aller chercher, avant d'aller chercher Lando Norris. Donc, pour moi, c'était vraiment une occasion ratée pour Russell de venir jouer le vilain dans l'histoire. Oui, ben son mauvais départ a vraiment juste complètement saboté son excellent travail jusqu'à maintenant ce week-end. Je te dirais que c'est la première, écoute, des courses moyennes ou / médiocres de George Russell cette année. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est probablement le pilote le plus constant, selon moi. T'sais, évidemment, il y a trois pilotes qui ont terminé devant lui au championnat, mais lui a été un métronome. Écoute, je me rappelle pas si jamais il y a une course qui n'a pas ramassé de points. En fait, je vais te répondre la réponse. C'est non. Il y a juste à Monaco. C'est la seule, puis il a fini 11e. Je veux dire, tu regardes ses résultats cette saison, c'est toujours dans les points. C'est pas mal même toujours dans le top 5, top 6. Il y a une fois 10e, une fois 11e. Sinon, c'est toujours des gros points à chaque semaine. Avec une voiture qui, a fini 2e au championnat, mais en fait, à certains moments de la saison, était la 4e voiture, 3e, 4e. Je te dirais Red Bull, le problème est qu'il coursait un seul pilote. Fait qu'avec 2 pilotes, je pense qu'il aurait terminé devant Mercedes au classement. Donc, je pense que Mercedes avait la 3e meilleure voiture, puis Russell était clairement un des pilotes les héros obscurs de l'année. A été chercher 2 victoires avec une voiture, comme je dis, bonne, mais pas extraordinaire. Kimi Antonelli, d'ailleurs, on peut, je pense, juste glisser un petit mot. Oui, vas-y. Lui, dur week-end pour terminer, malgré qu'il était sur une excellente séquence. Là. Dernièrement, surclassait Russell, mais cette fois-ci, cette semaine, un petit setback pour Antonelli. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va s'adapter à cette entre-saison, parce que l'an prochain, là, ce gars-là va être extraordinaire. Je pense qu'il va avoir... parce que je pense que Mercedes part comme favori pour avoir une des meilleures voitures, puis ce qui est, évidemment, étant motoriste, ayant énormément de connaissances et de technologie, je te dirais, ils ont accès à un réseau extraordinaire dans leur propre environnement pour ce qui est de tout ce qui est motorisation hybride avec Mercedes AG. Je pense que ça va être probablement le meilleur moteur. Maintenant, de voir la voiture, est-ce que ça va être encore un concept qui va rater un peu comme les Zero Pod en 2022? J'ai hâte de voir. Ouais, donc, mais avec tout ça, je pense que on est vraiment, on est dans l'inconnu en 2026 pour voir. Est-ce que ce sera une génération où l'aérodynamique prime plus sur le moteur ou l'inverse? Ça va être à voir, donc.
Mais George Russell doit pas probablement comme un des favoris au titre l'an prochain. Ça, avant même qu'on ait vu une course, là, pour moi, c'est parmi les favoris. Je sais pas. Puis cette dernière course de l'année finit un peu à coup de poisson, une saison qui, pour le reste, a été vraiment très, très, très impressionnante pour moi. Ben, c'est plus une tâche au dossier plutôt qu'autre chose sur ce qui était vraiment sa meilleure saison en carrière dans toutes les proportions. Aucun doute. Sans aucun doute. Toutes les proportions possibles. 5 podiums dans les 6 premières... c'est-tu 3, 4, 5 podiums dans les 6 premières courses, là? Ouais. Vraiment, ça tenait super bien. C'est un pilote qui est encore sous-estimé. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Et parce qu'il n'y avait pas seulement que... parce que je sais qu'on a beaucoup mis l'accent sur le top 3 avec raison, mais oui. Il y avait d'autres pilotes qui se battaient pour bien finir la saison. Fernando Alonso, 6e, à un moment donné, qui s'est retrouvé durant le début de l'épreuve en bataille contre Charles Leclerc pour la 4e place. Esteban Ocon qui finit 7e, un petit peu en retrait, inaperçu, je dirais, mais qui fait bien. Lewis Hamilton, ça, je vais garder tout ça pour la revue de l'année le 31 décembre. Mais, pauvre gars. Je vais juste dire rapidement. Pauvre Lewis. Ouais, pauvre Lewis. Nico Hülkenberg, 9e dans ce qui est la dernière course de l'histoire de Sauber, parce que l'année prochaine, ça va devenir Audi, donc fini sur une bonne note. Et Gabriel Bortoleto aussi, qui s'est retrouvé dans le top 10 pendant une très bonne partie de l'épreuve, a bien fait. Lance Stroll aussi, malgré la pénalité de 5 secondes qui lui a été imposée pour changement multiple de ligne, a fait une bonne course, passé inaperçu évidemment, mais a fait une bonne course dans les circonstances, donc va chercher un point pour terminer la saison. Ollie Berman aussi, qui était parmi un des plus rapides sur l'ensemble du week-end, éliminé de très peu en Q2, qui était dans le top 10 lui aussi, et chute à la 12e place parce qu'il a obtenu une pénalité de 5 places pour la même infraction que Stroll. Sinon, Alpine, il faut le souligner aussi. Je sais qu'on clone beaucoup sur Alpine, mais je peux pas cloner sur le moteur Renault parce que c'était le dernier Grand Prix de la marque du moteur, parce que l'année prochaine, l'écurie française Alpine va être une écurie cliente de moteurs Mercedes, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine, mais c'est une page d'histoire importante qui se tourne pour l'usine moteur établie à Viry, et plusieurs championnats des pilotes, plusieurs championnats des constructeurs, que ce soit avec Renault ou avec ses clients. Donc, c'est une grosse page d'histoire qui se tourne, malheureusement, qui se termine avec une dernière place, une course à oublier pour les deux pilotes, Pierre Gasly et Franco Colapinto, qui finissent là où l'écurie se devait être malheureusement un bon dernier. Je trouve quand même un peu les Racing Bulls qui se sauvent de peine et de misère avec la 6e place d'ailleurs au championnat des pilotes, parce que les deux ont absolument rien fait aujourd'hui. ça a été assez médiocre. Il manquait 3 points pour que Aston Martin les rattrape pour la 6e place. Alors fallait pas que Fernando Alonso aille chercher un dépassement de plus puis Stroll, là, parce que sinon ça aurait été assez gênant. Pas gênant, mais assez problématique.
Ben, tu vois, avec tout ça, la pénalité de Stroll a peut-être, ben, je sais pas à quel point, mais a peut-être aidé Racing Bulls dans cette manière parce que Stroll a fini, je pense, 9e au 10. final. 10. Ouais, ben, c'est ça. Au final, final cumulatif, il finit une demi-seconde derrière Nico Hülkenberg. Donc, c'est ça. Donc, ben, ça aurait été un point de. Ça aurait été il a perdu un point là-dessus, donc ouais. pas grand. Mais Fernando Alonso était 20 secondes derrière George Russell, fait que c'était même pas proche. Non. Donc voilà, c'est ce qui a mis fin à cette saison. François, est-ce que tu me permets une petite tirade? Qu'est-ce que tu veux dire, Abdou? Je vais demander de fermer le micro parce que je vais probablement... Ben, toi, tu vas être content d'entendre ça, mais moi, j'ai besoin de vider mon cœur. Parce que là, maintenant que Lando Norris a été officiellement sacré champion du monde, sur les réseaux sociaux, et je sais que ce n'est pas représentatif, mais il y a beaucoup de commentaires disant « Ah, ben Lando Norris, il mérite pas le titre, il est le moins méritant et tout ça. » Je m'excuse, mais que tu sois le moins méritant ou le plus, tu restes champion du monde. Ça, maintenant que les inspections techniques ont été faites, on peut plus retourner en arrière, à moins qu'on découvre un scandale en tant que tel. Lando Norris est officiellement champion du monde. Qu'on le veuille ou non, d'accord, Max Verstappen a réalisé une deuxième moitié de saison de rêve avec une position à l'arrivée moyenne de 1.6. Il a réussi il finit le championnat à 2 points. À 2 points derrière Lando Norris. D'accord, Oscar Piastri a mené une très bonne partie de la saison où Norris a commis quelques erreurs et là, mais Piastri a aussi sa part d'erreur. Au final, et je suis obligé de le dire, c'est un sprint. C'est un marathon, pas un sprint. Donc, à la fin, c'est pas comment tu commences, c'est comment tu le finis. Et là-dessus, malgré les embûches où d'abord Norris a commis quelques petites erreurs à gauche et à droite, il y a eu cette grosse erreur à Montréal, il y a eu cet abandon crève-cœur à Zandvoort. On aurait pu l'enterrer facilement après Zandvoort, mais non. Norris a gardé la tête froide. Il a quand même été en mesure de revenir derrière Piastri et de même prendre la tête du championnat. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est finalement un champion du monde. Je sais que peut-être c'est pas le préféré de tout le monde. Pour l'histoire aussi, on voulait que Verstappen soit champion pour la remontée qu'il a faite. Et qu'on voulait aussi que Piastri soit champion parce que le gars dégage un caractère froid, calme, de surface. Mais au final, c'est Lando Norris qui est le champion et il le mérite autant que si Oscar Piastri ou Max Verstappen avaient été sacrés champions du monde aujourd'hui. Je n'aime pas le discours de dire ah ben tel pilote est le champion le moins méritant, parce que moi c'est ce que j'ai eu c'est ce que j'avais entendu quand Jenson Button a gagné le championnat en 2009. C'est correct de dire que parce qu'il a gagné 6 des 7 premiers Grands Prix et après la Brown n'était pas la meilleure voiture du plateau après ça, mais après personne n'a été en mesure de le rattraper. Puis la course qu'il a faite au Brésil, c'était exactement la course de champion qui se devait de faire. La même chose que Lando Norris a fait. Donc, jouer safe, malgré le trafic qu'il avait lors de son arrêt au puits, la frousse avec le dépassement de Yuki Tsunoda, il a été calme.
et il mérite le championnat du monde de plein gré. Donc, pour moi, tout discours de Norris n'est pas un champion méritant ou il l'est moins qu'un Verstappen ou Oscar Piastri, pour moi, je suis désolé, je n'accepte pas ce discours. On peut, et je dois dire aussi, j'ai vu beaucoup de commentaires passer en ce sens, puis ça me fait mal parce que Norris a travaillé dur, autant lui que tous les autres, pour s'adjuger du titre. Alors, je ne comprends pas pourquoi on rabaisse le titre ultime pour n'importe quel pilote de cette manière. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je vais même en rajouter le nombre de points que Lando Norris a perdu non par sa faute cette année. Probablement une quarantaine de points. Ce genre de perte de points-là est habituellement irrécupérable. Il a quand même réussi à terminer au sommet du classement. Tu as 18 points à Las Vegas pour une disqualification. Tu as 18 ou 25 points à Zandvoort. Bon, il était en dedans de 2 secondes et demie de Piastri avec moins de tours à faire. Aurait pu gagner cette course-là. Je ne crois pas, mais disons, là, tu as 18 points là. Là, tu es rendu à 36. Le nombre de mauvais arrêts que McLaren a fait sur la voiture de Piastri de Norris, c'est même pas proche d'être équitable. J'en compte 8 sur Lando Norris et 3 sur Oscar Piastri. Et celle de Piastri, celle de Norris lui ont coûté des positions très souvent. Des positions qui auraient donné des points au classement. Donc moi, je dis une quarantaine de points minimum ont été perdus par Lando Norris par faute. Non par sa faute. 40 points, là, c'est énorme. Et puis, je dis pas que Norris n'a pas ramassé des points qu'il ne méritait pas. L'Italie en est un. 3 points qui auraient fait en sorte qu'aujourd'hui, Lando Norris perd le championnat par 1 point. Si jamais tu ne redonnes pas la position à Oscar Piastri. Reprends pas la position qu'Oscar Piastri lui a donnée, excuse-moi. Mm-hmm. Mais tout le monde qui dit j'ai vu aussi sur des publications une chance que Piastri l'a laissé passer à Monza, une chance que regarde, c'est 3 points sur plus de 40 qui sont allés dans le mauvais bord. Il a gagné 7 courses cette année, Piastri en a ramassé 17, c'est exactement le même nombre de victoires. Alors, il n'y en a pas un qui est plus méritant. Le nombre de deuxième place, Lando en a plus. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a pas... Au bout du compte, en F1, the stopwatch tells everything. Puis le stopwatch va en fait en sorte que Lando Norris a terminé dans les meilleures positions de façon plus constante que Oscar Piastri d'Atsibata. C'est simplement. Mm-hmm. Et il se joint à nous, Julien Légaré-Turcotte, modérateur, co-fondateur du groupe Facebook La Monoplace. Bonjour, Julien. Bonsoir à deux. Écoute, Julien, j'ai été... alors que François t'envoie ses salutations avec un beau doigt. Avec raison. Avec raison, parce que oui, évidemment, en chat privé, on sait, vous êtes, moi je m'exclus évidemment. I'm kidding. on s'est amusé à troller François, parce qu'évidemment, il est en fan de Lando. Pendant que moi j'étais en train de célébrer, vous m'avez pas fait un asti de pisse à la poche. Mais Julien, on veut avoir tes impressions générales sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi et je veux même te poser la question. Pourquoi es-tu aussi toxique? Oui, ça. Ouais, on va commencer par ça, Julien. Pourquoi es-tu toxique? Parce que je suis un fan de Ferrari, donc ça vient généralement, le trait de caractère vient avec l'écurie favorite, non? C'est vrai. Donc, les séquelles qu'il a développées en tant que fan de Ferrari l'ont amené à être un fan toxique de Formule 1.
Exact. Donc, ça c'est une réponse que je voulais entendre. Maintenant, les impressions générales de ce Grand Prix et surtout la course de notre nouveau champion du monde. C'est-à-dire que le Grand Prix a été intéressant, je dirais, abstraction faite du combat entre trois pilotes pour devenir respectivement champion du monde. Ça a été une course pour laquelle je donnerais une note approximativement, disons 7 sur 10. C'est clair que le Grand Prix d'Abu Dhabi allait être relativement plus calme à partir du moment que Max Verstappen avait obtenu la pole position la veille. Parce que si Max Verstappen n'avait pas obtenu cette pole position-là, on parle d'un pilote particulièrement agressif qui n'a rien à perdre, qui aurait tout fait pour obtenir des positions supplémentaires par rapport à Lando Norris, évidemment, puis peut-être Oscar Piastri, qui sait. Donc, le Grand Prix, voilà, est intéressant. J'ai senti... Lando Norris a été relativement en contrôle pendant toute la course, au sens que, oui, bien qu'il ait terminé 3e, bien qu'Oscar Piastri ait réalisé un magnifique dépassement, j'ai quand même l'impression que Lando Norris a laissé ce dépassement-là aller dans la mesure où il savait qu'il pouvait conserver sa 3e position. Je pense cependant que Lando Norris a probablement eu certaines peurs en voyant notamment la Ferrari de Charles Leclerc avoir un rythme exceptionnel en début de course. Ça a probablement fait peur à Lando Norris. J'imagine qu'il s'y attendait pas du tout, d'autant plus que le rythme des Ferrari la veille avait été au plus moyen, surtout dans le cas de Lewis Hamilton, évidemment. Mais on a rapidement vu Charles Leclerc avoir une dégradation plus accélérée de ses pneus. Lando Norris a su conserver sa 3e position. Et je dois quand même, honnêtement, m'excuser par rapport à McLaren, au sens que moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu que McLaren allait complètement bottle ses arrêts au puits, alors que finalement, on était entre du 2.1 et 2.4, si je me rappelle bien, la plupart du temps, lors des arrêts au puits, 2.1, 2.4 secondes. Donc, vraiment, mais McLaren a bien fait ça. D'ailleurs, on a vu lors du dernier arrêt au puits, si je me rappelle bien, était celui de Lando Norris ou d'Oscar Piastri, où on a vu là les mécaniciens s'applaudir comme quoi non seulement c'est un bel arrêt au puits, mais qu'au surplus c'était probablement le dernier de la saison, à moins que il y ait une voiture de sécurité ou quelconque autre situation qui pourrait nous rappeler 2021. Michael Massey sort de sa Donc, je veux dire, au final, Lando Norris a eu une bonne course. En fait, il a fait exactement ce qu'il devait faire. Il n'est pas allé dans une défensive trop agressive par rapport à Oscar Piastri. Maintenant, après son arrêt au puits, Lando Norris, lorsqu'il se sera retrouvé derrière le train de DRS, c'est là que je l'ai trouvé très impressionnant. Très, très impressionnant parce qu'on dit que Lando Norris, sous pression, c'est un pilote qui choke. Bon, il y a à certains moments, cette prétention-là est véridique. Par contre, aujourd'hui, je veux dire, les dépassements qu'il a effectués, notamment le double dépassement, si je me rappelle bien, c'était sur Liam Lawson et on pourra me corriger l'autre pilote. Lance Stroll. Je veux dire, ça prend beaucoup de courage pour faire ça à ce stade-ci de la course. Et enfin, il y aura eu l'incident avec Tsunoda. Là, évidemment, j'essayais de rage bait François. Je me permets de dire rage bait parce que c'est le mot de l'année selon le dictionnaire Oxford, semblerait. Mais vive l'Internet et les médias sociaux. C'est ça. Je veux dire, j'en revenais pas qu'il y a des gens qui prétendent que le dépassement de Lando Norris sur Yuki Tsunoda était illégal en raison du fait que ses 4 roues étaient sorties des limites de piste. Non, je veux dire, Yuki Tsunoda, je veux dire, du double weaving, ça sera jamais acceptable. Ça sera jamais acceptable. Et ça le sera encore moins à la dernière course de l'année, lorsque tu es 2e pilote, que tu n'as pas de siège l'année suivante, que beaucoup par ta faute, ton écurie n'a même pas obtenu son championnat des constructeurs
Donc là, je veux dire, c'est tout à fait normal que Norris sorte complètement de piste. Puis même ce que je me suis interrogé, je me suis dit, lorsqu'il est sorti de piste, je veux dire, avec l'ensemble des gommes de pneus dégradées et de la poussière qu'il peut avoir sur le côté, je veux dire, Lando Norris aurait pu perdre le contrôle, là, et ça aurait causé, honnêtement, ça aurait été extrêmement dommageable. Je pense que ça aurait même pu amener à une disqualification de Red Bull pour littéralement avoir crash out un pilote. Écoute, si ça avait été démontré comme étant délibéré, ça aurait pu amener une disqualification, ne serait-ce qu'au championnat des constructeurs. Oui, effectivement. Là, est-ce que ça aurait amené une disqualification de Max Verstappen? Disons que je ne sais pas. Tu veux-tu gagner de même? L'autre chose, tu veux-tu gagner de même? Foul play. Non, définitivement pas. Je veux dire, on se rappellera même de Checo Perez en 2021. Bon, c'est impressionnant. Ça demeurait assez limite. C'était clean, mais c'était limite. Clean. Mais un double weaving comme ça, là. Come on. 4 coups de volant, puis il avait même pas fait le 2/3 de la ligne droite, là. Là, j'ai manqué à savoir si la télémétrie avait été publiée. Je serais très étonné parce que je pense pas que Red Bull fasse ça. Maintenant, je veux dire, c'est d'une évidence que le pilotage de Yuki Tsunoda là-dessus, sa pénalité était méritée et évidemment l'absence de pénalité envers Lando Norris du fait qu'il soit sorti de la piste et qu'il ait eu un avantage, puis là je fais des très très grands guillemets, ça méritait aucune pénalité au contraire. Bon, je voulais un débat à la 110%, finalement j'en ai pas eu. Abdou, tu veux-tu représenter le côté de ceux qui ont tort? Moi puis Julien, on peut le démonter. Bon, écoute, j'ai rien à ajouter malheureusement parce que j'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure, fait que... Ouais, mais en tout cas... Je voulais bien jouer l'avocat du diable, malheureusement. Avocat du diable, je voulais dire l'avocat de Dr. Marco, mais... Bro. D'ailleurs, lui, juste un petit commentaire, là. On peut-tu le mettre dans une maison, dans une maison de retraite ou quelque chose, puis juste l'attacher là, puis plus jamais le laisser parler à personne, là? Ben, c'est pas ce qui risque de se produire après cette année? Je sais pas, là, mais regarde ça. Là, l'affaire, lui, puis au Qatar, là, avec Kimi Femme, là, man. Son commentaire à l'égard de Kimi Antonelli, puis je pense que vous en aviez discuté au dernier podcast, mais je veux dire, c'était complètement déplacé, là, évidemment. Vieux sénile. OK. Non, vraiment, c'était pas fort de sa part. D'ailleurs, selon certaines sources, ça reste à confirmer, mais peut-être que son futur avec Red Bull, ça pourrait s'arrêter d'ici la fin de cette saison. Ça reste à... Il y a quel âge, là? De quoi? 80 ans? 78, je pense? 78, 80... Ouais. Hey, arrête, man. T'as déjà fait toute une vie, là. Va-t'en, retourne chez vous. Laisse quelqu'un d'autre, là, prendre la place. Regarde, là. L'âge de la retraite, là, tu l'as passé depuis longtemps. Va te reposer, là, puis laisse tout le monde tranquille. OK. Merci. Julien, j'ai été appelé aussi parce que, évidemment, on a beaucoup parlé de cette bataille à 3 pour le championnat, mais il y a aussi la fin d'une ère. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est la fin de Sauber qui, après 32 ans, va céder sa place officiellement à Audi à partir de l'année prochaine, dont la marque aux 4 anneaux va s'installer dans leurs usines. Mais Sauber quitte la Formule 1, comme je l'ai dit, après 32 ans. Et d'ailleurs, on a une belle visite de Peter Sauber dans les paddocks, dans les garages de l'équipe qu'il a fondée, qui existe depuis déjà même au-delà de 93, évidemment, avec ses voitures prototypes, les voitures de montée. Donc, c'est la fin d'une ère en Formule 1 pour une équipe modeste. Une écurie de plusieurs identités, mais qui sera toujours demeurée uniquement importante
dans le cas de Sauber, ça aurait été la première écurie de nombreux bons pilotes. Je veux dire, je pense évidemment notamment, je pense notamment à Kimi Räikkönen, qui aura eu son début de carrière chez Sauber et sa fin de carrière également. Je pense de façon plus récente à Charles Leclerc, qui a recommencé chez Sauber, qui oui a encore des preuves à faire, mais que je considère comme étant un pilote exceptionnel. C'est Sauber aussi qui aura vécu une des grandes tragédies récentes de l'histoire de la Formule 1 avec Jules Bianchi. Puis, paradoxalement, c'est probablement l'accident de Jules Bianchi. Bon, en fait, c'est l'accident de Jules Bianchi qui aura forcé l'introduction du halo et qui aura probablement, paradoxalement, sauvé la vie d'un autre pilote Sauber, qui est Zhou Guanyu, lors de son accident à Silverstone. Donc, Sauber a une histoire qui est exceptionnelle, une écurie modeste qui aurait dû fermer à tellement de reprises, mais qui aura survécu à chaque fois. Je pense que le seul élément qui me console dans la sortie de Sauber, c'est le fait que ce soit remplacé par une marque crédible, c'est-à-dire Audi. Sauber aura également été une écurie, même sur le côté technique, ça aurait été une écurie très, très importante, notamment avec une soufflerie qui est avant-gardiste. Et bon, ça me fait évidemment un peu de peine que Sauber quitte, mais disons que je suis heureux de les voir survivre en partie autrement. Ouais, exact, parce que quand même, c'est une équipe qui a fait les mauvais jours. Évidemment, quand tu parles de Jules Bianchi, son accident tragique au Japon en 2014, cette même fin de semaine, il avait signé pour Sauber pour 2015. Et surtout, le bordel contractuel qui a suivi, qui aurait pu faire mal à l'équipe. Bon, ils ont signé Felipe Nasser aussi. Et d'ailleurs, ça, je pense, sa 9e place au Grand Prix du Brésil 2016 a sauvé l'équipe. Évidemment, c'est une équipe qui a beaucoup fait affaire à des sponsors, mais surtout, un des gros moments, en fait, de l'équipe, ça a été le partenariat avec BMW, où surtout avec Nick Heidfeld et Robert Kubica, désolé Jacques Villeneuve, ils ont eu leur beau jour, surtout cette magnifique victoire au Grand Prix du Canada. Non seulement victoire, mais doublée au circuit Gilles Villeneuve en 2008. Ben, tout à fait. Puis d'autant plus que cette victoire-là de Robert Kubica suivait un accident l'année précédente qui était assez dévastateur pour le pilote. Donc, d'avoir cette écurie-là qui a obtenu un doublé à Montréal, sur ton circuit préféré, je pense, Abdou. Effectivement, que Sauber nous aura donné des magnifiques souvenirs en fond. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que je sais pas si c'est au moment où vous écoutez l'épisode, c'est l'anniversaire justement de Robert Kubica. Donc, le meilleur pilote probablement de l'histoire de l'écurie, selon moi. Un des pilotes les plus talentueux à être passé dans l'écurie. Oui. Ah oui, Robert Kubica. Avec Antonio Giovinazzi. Ouais, effectivement. Non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, honnêtement, là, j'essaie de revoir un petit peu Massa. Je te dirais Villeneuve en quelque sorte, mais bon, c'était pas fameux. Heidfeld en était un bon. Oui. On a déjà bourrié d'Antonio Giovinazzi chez Sauber, mais il a pas mal fait. Raikkonen a probablement fait le tour le plus incroyable des dernières années de Sauber au Portugal en dépassant 7 pilotes au premier tour. Je regarde encore ce tour-là et je fais how the hell est-ce que... En tout cas, Perez, très bon dans l'histoire récente de cette écurie-là. Leclerc, on en a discuté. Nico Hülkenberg, malgré le fait que, n'a jamais vraiment
de grands résultats. Il était quand même un des pilotes là, aujourd'hui là, qui ont une certaine longévité en F1 à cause de ses débuts chez Sauber. Oui, puis 2 relais en plus avec l'équipe. Première en 2013 et maintenant, aujourd'hui, quand il est revenu, surtout cette année. Alors, ça a donné un genre de throwback. Puis on parle aussi, surtout le partenariat avec Red Bull dans les années 90. Le partenariat aussi avec Mercedes parce que le retour de Mercedes en Formule 1 s'est fait avec l'aide de Sauber, principalement le moteur, parce que c'était conçu par Ilmore, mais c'était avec Sauber que Mercedes a pu retourner en Formule 1. Il n'y a pas une époque également de double commanditaire. Je pense que c'était sur Raikkonen, lorsqu'on avait et Red Bull comme commanditaire et Petronas. Oui, justement aussi. Petronas qui aura par la suite été l'un des principaux commanditaires de Mercedes. Mm-hmm. Exact. Donc, Sauber, Red Bull et Petronas ont été des commanditaires majeurs de Sauber dans leur histoire en Formule 1. Évidemment, il y a eu le passage Alfa Romeo, que moi, je sais qu'on associe beaucoup dans les dernières années Alfa Romeo, mais pour moi, ça reste Sauber, puisqu'Alfa Romeo, c'était plus un prête-nom plutôt qu'autre chose. Tout à fait. Mais c'est une équipe, tu sais, au bulletin GP, parce que là, on est en format podcast depuis 2019. Ça n'a pas été une équipe dont on a beaucoup, beaucoup parlé parce qu'elle se traînait beaucoup en arrière, mais quand tu regardes l'histoire de cette équipe, elle est modeste. C'est une équipe modeste, mais qui a une riche histoire. Et je pense que pour ce qu'elle est, pour la longévité qu'elle a eue, malgré les embûches, je pense qu'on doit lever notre chapeau à Red Bull et surtout à Peter Sauber et consorts d'avoir tenu le fort de cette équipe malgré les changements de nom, malgré les changements de personnel aussi. Et on ne doit pas oublier aussi la course de Sébastien Vettel au Grand Prix des États-Unis 2007. Ouais, effectivement. Donc, tu vois, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire de Sauber, tout ça. Puis, ça va devenir Audi. Je sais pas à quel point l'équipe va être bonne. Est-ce que ça va être une équipe qui va avoir du succès ou non? Mais, au moins, Sauber peut partir la tête haute parce que elle finit avec une saison où un de ses pilotes a pu monter sur le podium finalement et où elle n'a pas langui derrière pendant plusieurs courses. Elle était dans le coup pour des points. Donc là-dessus, j'ai rien pour boire, mais si je pouvais, je lèverais mon verre à Sauber pour ses 32 ans en Formule 1. Qui sait, peut-être qu'un jour le nom reviendra, mais ça me surprendrait dans les circonstances. Alors, j'ai une bouteille de lait vide. Ça fait. Je lève ma limonade sans alcool. Et moi, mon Gatorade Fit. Ça fait bien. Mais ça fait bien, Abdou. C'est très drôle. Okay. Non, en même temps, je veux dire, on boit ça, mais on s'entend que lorsque Nico Hülkenberg a remporté son podium, il n'y avait pas de champagne. Donc, on peut très bien voir ce qu'on veut ce soir pour Sauber. Oui. Exactement. Fait que c'est comme ça que moi je dis Sauber peut quitter la Formule 1 la tête haute parce que vraiment ça a été de beaux moments. Ça a été beau. What a ride. Oh, oui. Alors, à Peter Sauber, on vous salue du plus profond de notre cœur. Donc, voilà.
Pour une dernière fois, je vais vous donner le classement des pilotes et des constructeurs. Alors, Lando Norris gagne le championnat par 2 points. 423 contre 421 pour Max Verstappen. Oscar Piastri, troisième avec 410 points. George Russell, quatrième avec 319. Ensuite, on a cinquième et sixième Charles Leclerc et Lewis Hamilton avec 242 et 156. Septième, Kimi Antonelli avec 150 points. Huitième, Alex Albon avec 73 points. Carlos Sainz, 9e avec 64. Et Fernando Alonso complète le top 10 avec 56 points. Au classement des constructeurs, McLaren termine l'année avec 833 points. Mercedes s'ajuste de la deuxième place avec 469 points. Red Bull est troisième avec 451 points. Ferrari, quatrième avec 398. Williams, 5e avec 137 points. Racing Bulls, 6e avec 92. Aston Martin, 7e avec 89. Haas, 8e avec 79. Sauber termine leur saison ainsi que leur carrière avec 70 points. Et Alpine, 10e avec 22 points. Ouais. Alors, c'est Alpine. Alpine, ouais, effectivement. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. C'était le dernier avant-course de l'année. Un gros merci. Après course, mon Abdou. Après course, ouais. C'était Après-course. le dernier après-course de l'année. J'en veux pas une autre course de même. J'ai déjà assez pompé, là. Ouais, hein? Dernier Félicitations aussi à François pour avoir cru en Lando Norris jusqu'à la fin. Not, j'ai eu des gros moments de doute. Mais Exact. Donc, dans les doutes et malgré les doutes et les le nombreux bifs qu'on a eu, ben, c'était 23 après-courses intéressantes. Où d'ailleurs, justement, François, Julien et moi avons enregistré celui du Hongrie en personne, live de chez Julien. Donc ça, c'était vraiment cool. Espérons qu'on le refasse l'année prochaine, mais moi, les chances que j'anime toute l'année sont faibles parce que je pars en vacances en juin. c'est correct, moi. Amplement mérité. C'est correct, moi puis Julien, on va prendre la relève puis on va fuck some shit up. J'ai déjà peur. Et on se dit rendez-vous en Australie parce que ce sera un programme double, F1 After Dark et après course. Mais En 91 jours. dans 91 jours. Mais entre-temps, il y a un épisode hebdomadaire jeudi où on va parler des pilotes chez Red Bull. Et je vous invite, en plus de ça, à la revue de l'année le 31 décembre sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Apple Podcasts, partout le bulletin GP disponible. Évidemment, rejoignez-nous sur Facebook, Threads, Instagram et Blue Sky @ le bulletin GP. Et sans hésiter, le groupe Facebook La Monoplace. Alors, François Carignan, Julien Légaré-Turcotte, merci beaucoup d'être venu à ce dernier après-course de l'année. Merci Abdou. Merci à toi, Abdou, puis chapeau pour la saison. Alors, je vous renvoie la balle. Hein. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se retrouve en 2026 pour le premier après-course de l'année. Et félicitations à Lando Norris pour le championnat du monde des pilotes. Salut tout le monde! Mon tabarnak.